Bonjour à tous et tous et bienvenue dans Paroles d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, de la recherche et des débats en histoire. André Loez au micro aujourd'hui pour une émission enregistrée en public ce 11 octobre 2025 au Rendez-vous de l'Histoire de Blois, à la Cité du Numérique. Et je remercie très vivement les Rendez-vous de l'Histoire pour cette invitation et toutes les personnes qui sont dans la salle pour nous écouter. Et donc aujourd'hui, on va vous proposer un exercice qui est mon préféré comme prof d'histoire, l'exercice historien par excellence, c'est le commentaire de texte. Et le texte, c'est celui d'Ernest Renan, en 1882, « Qu'est-ce qu'une nation ?» Et pour en parler avec moi, j'ai le plaisir d'être avec Nathalie Richard, professeure d'histoire contemporaine à l'Université du Mans. Vous avez beaucoup travaillé sur Renan, et en particulier pour votre livre de 2015 aux presses universitaires de Rennes, « La vie de Jésus » de Renan, la fabrique d'un best-seller. Également à côté de moi, Corentin Marion, doctorant en histoire contemporaine à l'université de Paris-Cité et de Bielefeld, spécialiste de l'idée de nation au XIXe siècle. Vous avez notamment co-dirigé récemment un numéro de la revue Histoire, Économie et Société sur l'Allemagne de 1871 à 1918. Et enfin Nicolas Mariot, historien, politiste, directeur de recherche au CNRS, et qui a travaillé à plusieurs endroits sur la question de la nation, notamment sur les enthousiasmes civiques au XIXe siècle, et puis également la nation en guerre, par exemple dans le livre Tous unis dans la tranchée. Et donc ensemble, on va parler dans des textes politiques les plus fameux, les plus influents du XIXe siècle, peut-être pas tout à fait à la hauteur du Capital de Marx, mais peut-être à celle de Tocqueville, de la démocratie en Amérique, c'est-à-dire un texte énormément lu, énormément cité, repris, réutilisé, pas toujours lu de près, même s'il est très court. C'est le texte d'Ernest Renan, « Qu'est-ce qu'une nation ?» issu d'une conférence prononcée en 1882 à la Sorbonne. Un texte qui est brillant, qui est très plaisant à lire parce qu'il manie énormément d'exemples grâce à la très vaste culture historique de son auteur. Un texte qui explique qu'une nation ne peut pas être fondée sur la race, la langue, la religion, que c'est plutôt un principe spirituel. Et donc, je vous propose d'écouter pour commencer quelques extraits les extraits les plus fameux de la conclusion de Renan sur ce qu'est une nation. Quelques extraits lus par Julien Grolmund. J'ai fait quelques coupes qu'on entendra aux pages qui se tournent pour qu'on puisse ensuite en discuter. Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs, l'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivis. L'homme, messieurs, ne s'improvise pas. La nation, comme l'individu, est l'aboutissement d'un long passé d'efforts, de sacrifices et de dévouement. Le culte des ancêtres est de tous le plus légitime. Les ancêtres nous ont fait ce que nous sommes, un passé héroïque, des grands hommes de la gloire, j'entends de la véritable. Voilà le capital social sur lequel on assit une idée nationale. Avoir des gloires communes dans le passé, une volonté commune dans le présent. Avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore, voilà les conditions essentielles pour être un peuple. Dans le passé, un héritage de gloire et de regrets à partager. Dans l'avenir, un même programme à réaliser. Avoir souffert, joui, espéré ensemble, voilà ce qui vaut mieux que des douanes communes et des frontières conformes aux idées stratégiques. Voilà ce que l'on comprend malgré les diversités de races et de langues. Une nation est donc une grande solidarité, constituée par le sentiment des sacrifices qu'on a faits et de ceux qu'on est disposé à faire encore. Elle suppose un passé, elle se résume pourtant dans le présent à un fait tangible, le consentement, le désir clairement exprimé de continuer la vie commune. L'existence d'une nation est, pardonnez-moi cette métaphore, un plébiscite de tous les jours comme l'existence de l'individu est une affirmation perpétuelle de la vie. Ce texte très célèbre, très important aussi pour penser la nation, il a une énorme postérité. On le trouve cité dans quasiment tous les manuels qui réfléchissent à l'idée de nation, de nationalisme au 19e, au 20e et même au 21e siècle. Et pourtant, c'est un texte qui mérite, je pense, d'être relu, d'être contextualisé, parce qu'on lui fait parfois dire ce qu'il ne dit pas, ou parfois on en tire des simplifications. Je pense en particulier à l'idée qu'il y aurait un modèle allemand et un modèle français de la nation totalement différents et irréconciliables. Et du coup, quand j'ai appris le thème 2025 des Rendez-vous de l'Histoire de Blois, cette France avec le point d'interrogation, j'ai trouvé qu'un bon endroit où mettre le point d'interrogation, c'était derrière le texte de Renan pour se redemander ensemble qu'est-ce qu'une nation et qu'est-ce qu'il en dit et qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui. Et du coup, je vais passer la parole à mes collègues pour peut-être faire des présentations d'abord, avoir un tour de table et puis j'espère un moment de discussion avec la salle, des présentations pour comprendre qui est Renan au moment où il prononce ce texte, quels sont ses enjeux contextuels et puis quels sont ses enjeux aussi intellectuels. Nathalie Richard, vous avez beaucoup travaillé sur Renan, notamment pour l'autre texte le plus fameux, La vie de Jésus. Qui est Renan en 1882? C'est quelqu'un qui a déjà une gloire intellectuelle tout à fait considérable. Oui, donc c'est un homme qui a près de 60 ans, donc sa carrière est déjà en partie derrière lui, et c'est surtout un homme célèbre en tant qu'auteur d'un des principaux best-sellers du XIXe siècle, La vie de Jésus,
donc publié en 1863 et qui a très largement circulé sous la forme qu'on connaît actuellement, mais aussi sous une forme d'édition populaire. Donc en fait, il existe une autre version de la vie de Jésus qui s'appelle Jésus, qui est un texte sans notes de bas de page et sans l'appareil critique et méthodologique qu'on peut lire dans la version dont on dispose actuellement. Sous cette forme, le texte a circulé en version imprimée, illustrée, avec des grands formats, des petits formats, etc. C'est donc un homme de lettres célèbre, qui vit principalement de sa plume avant 1870, donc qui vit du revenu de ses publications, et qui doit en partie sa visibilité au savoir-faire d'un éditeur, qui est Michel Lévy. On peut rappeler ici que c'est l'un des grands acteurs du monde du livre sous le Second Empire, et que la maison Lévy, qui est devenue Calman & Lévy entre-temps, va éditer le texte de la conférence « Qu'est-ce qu'une nation ?» immédiatement sous forme d'une brochure en 1882. Donc c'est un personnage, un homme de lettres célèbre, visible dans le monde du livre et de la presse. C'est aussi quelqu'un qui incarne une forme d'opposition au Second Empire, ou peut-être plus exactement, plus qu'une opposition au Second Empire, une opposition à la place qu'occupe l'Église catholique dans la société française. Donc c'est une sorte de héros de la laïcité. Paradoxal parce que lui-même est un ancien séminariste. Exactement. Donc on peut rappeler que la vie de Jésus a été mise à l'index par l'Église catholique dès sa publication et que les différents ouvrages de Renan sont au cœur des luttes contre les mauvais livres qui sont engagés par l'Église catholique dans les années 60 notamment. Et effectivement, c'est un peu paradoxal de faire de lui un représentant de la laïcité républicaine, parce que Renan a une pensée dont la dimension religieuse est assez forte. C'est un ancien séminariste qui a suivi sa formation au grand séminaire de Saint-Sulpice, presque jusqu'à la fin, et qui l'a quitté en 1845 pour se tourner vers la philosophie. Donc, il a passé l'agrégation de philosophie, puis il a étudié les langues notamment moyen-orientales, les langues sémitiques, et l'histoire des religions, à laquelle il va consacrer l'essentiel de son travail érudit. En fait, dans ses ouvrages, bien sûr, il préconise d'appliquer aux textes sacrés, notamment aux textes bibliques, les outils de la critique historienne, et il se présente comme un adepte de la science positive, mais à ses yeux, ses travaux de critique des textes bibliques ne discréditent pas le fait religieux. Pour lui, au contraire, c'est la spiritualité qui caractérise l'humanité, et c'est l'un des promoteurs d'une série de nouvelles religions qui émergent au XIXe siècle, un de ces nouveaux christianismes, qui remplacent la figure de la divinité, la transcendance divine par l'humanité. Et on peut caractériser la philosophie de Renan de cette manière, c'est une forme de religion de l'humanité. Cette dimension mystique et spirituelle, les lecteurs de la vie de Jésus, par exemple, l'ont très bien perçue, ceux en tout cas qui ne condamnent pas le livre, qui trouvent dans le livre une forme de spiritualité qui est émancipatrice pour eux, notamment les lectrices, expriment très clairement cette manière de recevoir la vie de Jésus. Donc une religion qui les libère du carcan de l'autorité cléricale, mais qui leur permet pleinement d'exprimer une forme de spiritualité. Peut-être pour conclure cette présentation, on peut souligner l'importance du vocabulaire religieux dans Qu'est-ce qu'une nation, le petit extrait que vous avez sélectionné commence par « c'est une âme, un principe spirituel ». C'est un vocabulaire clairement religieux. Peut-être juste avant de donner la parole à Corentin Marion, est-ce qu'on peut le classer politiquement dans cette France des années 1880, au moment où il prononce sa conférence? Il y a des républicains opportunistes, il y a des radicaux, il y a des conservateurs, il y a des libéraux, il y a des bonapartistes. Est-ce qu'il a une identité politique? C'est assez dur à cerner. Alors c'est plus compliqué. En fait, Renan a une pensée du rôle des intellectuels au-dessus de la mêlée. Dès 1848, il se tient en dehors des camps partisans. Et les rares textes politiques qu'il écrit sont des textes relativement conservateurs à la fin du Second Empire. Il n'est pas favorable à la démocratie.
Il pense que le suffrage universel est un danger politique. Il a une pensée élitiste et dans son idéal politique, c'est sans doute celui d'une sorte de régime où les élites intellectuelles exerceraient une partie du pouvoir. Enfin, il se rallie à la République, mais peut-être faute de mieux. Ça n'est assurément pas quelqu'un qui se range dans un des partis républicains de l'époque. Oui, ce qui est intéressant, c'est que la République n'hésitera pas à en faire après sa mort une de ses grandes figures. J'ai appris en préparant l'émission qu'il y a un cuirassé, Ernest Renan, qui a croisé en Méditerranée dans toutes les années 1920, alors que c'est quand même pas ni Pasteur ni Hugo, c'est-à-dire quelqu'un qui jouait le jeu républicain complètement de l'intellectuel, de la figure publique, adhérent aux idées républicaines. Non, effectivement, il a une pensée politique difficile à cerner. En revanche, c'est un personnage du monde intellectuel français de son époque, donc professeur au Collège de France, membre de l'Académie française, et puis juste après cette conférence, il va devenir administrateur du Collège de France. Donc c'est la position de directeur de cette institution très, très prestigieuse. Donc c'est un personnage central du monde intellectuel, mais effectivement revendiqué par la République comme un de ses intellectuels, mais dont la pensée n'est pas véritablement républicaine. Corentin Marion, lorsqu'il prononce cette conférence en 1882, ça fait déjà des décennies que la question de la nation divise un certain nombre de penseurs, ou en tout cas intéresse et aussi divise un certain nombre de penseurs, et en particulier après 1870-71, la grande confrontation franco-allemande, l'annexion de l'Alsace d'une partie de la Lorraine par l'Allemagne unifiée. Ce texte n'intervient pas hors d'un contexte politique et géopolitique et intellectuel extraordinairement intense déjà de discussion. Oui, alors sans remonter non plus jusqu'aux révolutions atlantiques, aux conquêtes napoléoniennes, c'est vrai qu'on a un contexte après 1870 et même pendant la guerre où le sentiment national français est assez vivement ébranlé, puisque les armées françaises qu'on décrit à l'époque comme étant sans doute les plus performantes du continent européen à cette époque-là sont assez vite balayées en fait par les armées allemandes coalisées, et avec un tournant quand même au cours de la guerre. Donc elle est déclarée en juillet par la France. Et en fait, au mois de septembre, donc avec la bataille de Sedan, Napoléon III est capturé par les Allemands. Il y a un changement de régime en France, on passe à la Troisième République. Et en fait, à partir de ce moment-là, les Allemands sont vus plus comme les agresseurs que comme les agressés. Et donc, ils vont devoir un peu plus justifier leur conduite de guerre. Et en fait, c'est aussi à partir de ce moment-là où la revendication de l'Alsace-Lorraine devient un petit peu plus claire et que c'est vraiment un but de guerre affiché de l'Allemagne face à la France. Donc en fait, ça va donner lieu à une discussion véritablement transnationale en 1870, pas uniquement franco-allemande. Elle est aussi triangulée avec d'autres espaces, la Suisse, l'Italie, la Belgique, l'Autriche, l'Angleterre. Elle va impliquer en premier lieu Ernest Renan et un théologien allemand qui est assez iconoclaste, qui s'appelle David Friedrich Strauss, qui est lui aussi auteur d'une vie de Jésus, mais en 1835, et qui aura servi d'inspiration à Renan pour la sienne. Alors on peut citer aussi plein d'autres auteurs qui ont été importants, Fussel de Coulanges, Theodor Mommsen, Alfred Michels, Heinrich von Zübel et Treitschke et d'autres. Et en fait, dans ces débats-là, les Allemands vont défendre l'Alsace-Lorraine comme but de guerre allemand, et ils vont devoir trouver des très bonnes raisons pour justifier cette annexion face à une opinion publique internationale qui est devenue défavorable. Alors on a parfois des justifications assez maximales, comme celle de Treitschke par exemple, qui dit que les Allemands savent bien mieux que les Alsaciens ce qui est bon pour eux, et qui se réclame, et c'est là très intéressant d'avoir ce miroir en fait quelque sorte avec Renan, et qui dit dès 1870, lui se réclame, Treitschke, de la volonté de ceux qui ont vécu là, pour nous opposer à la volonté dévoyée de ceux qui y vivent actuellement. Donc on est dans une sorte de volonté inversée, et il y a peut-être de ça aussi chez Renan. Mais voilà, Renan et Strauss sont mis en relation par Charles Ritter, qui travaille à Genève à une traduction des œuvres théologiques de Strauss en français. Et Renan est pressenti par Ritter pour patronner en quelque sorte cette publication. Et donc ils vont dialoguer ensemble, donc ils commencent à échanger quelques lettres privées, Renan et Strauss, qui n'avaient encore jamais été en contact direct avant. Et Strauss va prendre sur lui en fait de publier la lettre de Renan, et surtout sa réponse, en fait, dans un journal libéral à Augsbourg. Et donc, ils vont commencer à commenter la guerre et à s'échanger des lettres ouvertes. Alors, Strauss va dire que chaque nation a son heure et que donc l'essor politique de l'Allemagne est normal, puisqu'il y a eu avant un essor intellectuel de l'Allemagne depuis la Réforme, et que enfin l'Allemagne devient l'égale de la France
et qu'elle doit se prémunir en fait de ce voisin dangereux. Et Renan, donc, lui, il va répondre avec un ton assez au-dessus de la mêlée. Hein. C'est pour ça que le terme était assez bien choisi. Donc, il va dire que l'Allemagne, c'est celle à qui il doit tout, hein, sa philosophie, et il dit, je dirais presque ma religion. Donc, là aussi, on est complètement dans ce vocabulaire religieux. Et en fait, Renan, lui, c'est pour ça que c'est important de rappeler qu'il est opposant, une forme d'opposition au Second Empire, c'est qu'il va complètement critiquer en fait la politique de Napoléon III qui est opposée à une unité allemande, ou en tout cas qui va essayer de la freiner. Et en fait, dès ces lettres-là, on a vraiment la préfiguration de ce qu'il dit ensuite en 1882, mais légèrement différent. Donc, pour lui, une fois qu'on a rejeté la légitimité dynastique, le seul vrai droit qu'on peut retenir, c'est le droit des nationalités. C'est-à-dire pour lui, et je le cite, le droit des groupes naturels déterminés par la race, l'histoire et la volonté des populations. Donc encore en 1870, il retient bien ces 3 critères. Là où en 82, il va déjà rejeter la race et un peu minorer l'histoire, pour lui, en 70, elles sont encore importantes. Et donc Strauss va répondre dans un petit opuscule qui s'appelle Guerre et paix, donc qui va paraître en allemand et qui va un petit peu agacer Renan parce que c'est vendu au profit des blessés de guerre allemands. Donc Strauss développe vraiment cette idée qu'il faut récompenser l'Allemagne de sa victoire face à la France et avoir vraiment ce sentiment de sécurité. La paire de l'Alsace-Lorraine ne peut pas nuire à la France puisque les Alsaciens sont par essence des Allemands. Et là, on a déjà cette rhétorique un peu ethnique. Et en fait, quand Renan dit la France serait mutilée, elle convulserait s'il y avait pas, si on perd l'Alsace et la Lorraine, en fait, Strauss va dire c'est quand même dommage de dire ça de provinces qui sont essentiellement allemandes. C'est un aveu que je n'aimerais pas faire en tant que Français. Et donc lui, au contraire, il va plutôt développer Strauss cette idée d'une germanité à demi étouffée. Hein, donc en gros, l'idée que la France n'aurait pas respecté elle-même le droit des nationalités qu'elle prône. Et donc Renan va faire une ultime réponse, et je m'arrêterai là-dessus. Donc, qui est un peu plus tard. Elle est décalée un peu dans le temps. Là, on est après le siège de Paris, on est après la Commune. On est en décembre 1871. Donc, dans la Réforme intellectuelle et morale, Renan va republier ses lettres avec Strauss. Il va aussi publier une dernière lettre à Strauss, où il va mener un raisonnement par l'absurde. Mais c'est là où on voit vraiment le point de bascule. Il est là en 71, puisqu'il dit presque partout où les patriotes fougueux de l'Allemagne réclament un droit germanique, nous pourrions réclamer un droit celtique antérieur. Et avant la période celtique, il y avait, dit-on, les allophiles, les Finnois, les Lapons. Et avant les Lapons, il y eut les hommes des cavernes. Et avant les hommes des cavernes, il y eut les orang-outans. Avec cette philosophie de l'histoire, il n'y aurait de légitime dans le monde que le droit des orang-outans, injustement dépossédés par la perfidie des civilisés. Bon, il avait aussi le sens de la formule. Mais donc, il insiste vraiment pour reconnaître dès 1871, à côté du droit des morts, une petite part pour le droit des vivants. Et donc, on a vraiment là la substance de ce qui fera 11 ans plus tard, qu'est-ce qu'une nation, mais qui ne sont pas que les arguments qu'avance Renan. On les a aussi chez Fustel de Coulanges, qui répond à Mommsen, où vraiment cette idée d'une individualité de chaque nation, constituée certes par la langue, la race, la religion, etc., mais aussi par quelque chose de beaucoup plus tangible, par le consentement actuel, par les volontés qu'ont les différentes provinces d'un état de vivre ensemble. Et ça, c'est une phrase qu'on retrouve dès 1871, chez Renan, et puis cette fameuse phrase où il va inventer, vous parliez tout à l'heure donc de l'opposition entre un concept français et un concept allemand de nation. Alors c'est assez difficile de retracer l'origine, mais je pense qu'un des points de départ, c'est vraiment Ernest Renan lui-même, puisqu'il va opposer très clairement, dans ce texte de 1871, notre politique, donc la politique française, c'est la politique du droit des nations, la vôtre, la politique allemande, c'est la politique des races. Nous croyons que la nôtre vaut mieux. Alors peut-être sur ce point, on peut s'arrêter un instant parce que c'est tellement ancré dans l'historiographie cette idée qu'il y a un modèle français de la nation et un modèle allemand. C'est un petit peu comme pour la colonisation, le modèle français, le modèle britannique qui serait opposé, le modèle français centralisé, brutal, le modèle britannique souple, indirect, etc. Et en pratique, en fait, les gens qui ont travaillé sur ces histoires montrent que c'est des choses très très convergentes et qu'il y a beaucoup de débats internes à chaque espace. Le modèle allemand, en fait, il est beaucoup plus souple, si tant est qu'il y a un modèle, il est beaucoup plus souple, variable. Et en 1848, par exemple, tout le monde n'a pas du tout la même conception, sans même remonter à Fichte, mais tout le monde n'a pas du tout la même conception de ce que doit être l'Allemagne, avec, sans l'Autriche, avec, sans les Tchèques, les Polonais, fondés sur la langue, pas la langue, les luthériens, les catholiques. Enfin, il n'y a pas de consensus absolu sur ce que serait une nation allemande. C'est d'ailleurs aussi pour ça que ça a mis autant de temps. Oui, il y a des éléments aussi extrêmement volontaristes chez les Allemands. Quand on regarde par exemple en 1848, on a la droite qui réclame déjà l'Alsace parce que il y a aussi des mouvements aux frontières du futur empire allemand qui le remettent un petit peu en cause. Donc il y a la question du Schleswig et du Holstein, bon, avec le Danemark. Il y a la question de l'incorporation de
de la Poznanie, donc avec cette Pologne morcelée. Il y a la question du Tyrol. Bref, on pourrait continuer la liste. Et donc, entre autres choses qu'il faudrait récupérer au passage, un certain nombre de membres du Parlement de Francfort en 1948, donc des membres plutôt à droite, se disent « et puis on en profitera pour récupérer l'Alsace et la Lorraine ». Ce à quoi la gauche s'oppose complètement en disant certes, ces territoires-là sont allemands, mais ils ne veulent pas de nous. Et c'est vraiment cette idée chez un certain nombre de députés de gauche à Francfort en 1948 de dire la volonté des populations est aussi importante. Pourquoi est-ce qu'on peut réclamer le Schleswig et l'Holstein? Parce qu'ils veulent appartenir à l'Allemagne et qu'ils l'ont prouvé plusieurs fois. Le cas des Alsaciens est bien différent. Ils ne veulent pas appartenir à l'Allemagne. Et même dans les années 1880, on a un parallèle assez intéressant avec un certain Moritz Lazarus, donc le fondateur de la psychologie des peuples, de la Völkerpsychologie dans ces années-là. Et il va tenir une conférence devant l'Académie pour l'étude du judaïsme à Berlin qui s'appelle « Qu'est-ce que le national ?» On est en 1880. Donc là, on a un parallèle très intéressant. D'ailleurs, Lazarus, dans ses mémoires, accusera Renan de l'avoir plagié. Mais là, en l'occurrence, Lazarus, il dit donc la volonté d'appartenir ensemble est extrêmement importante et il va rajouter la langue, ce que ne fait pas Renan. C'est peut-être là la grande différence. Pourquoi? Parce que pour Lazarus, il est question en 1882 de l'intégration des Juifs allemands qui sont émancipés, comme on dit, seulement à partir de 1867. Et la grande question pour Lazarus, c'est voilà, comment est-ce qu'on peut, dans un contexte d'antisémitisme, on parlait de Treitschke tout à l'heure, les années 1880, c'est un grand retour de l'antisémitisme en Allemagne, notamment dans les universités, c'est comment est-ce qu'on peut justifier l'appartenance des Juifs allemands à la nation allemande? Et bien, ça va être notamment par la langue et par la culture, et par la volonté des Juifs allemands d'appartenir à la nation allemande. Donc en fait, des deux côtés, on peut trouver aussi des acceptations volontaristes, et des acceptations volontiers un peu plus raciales aussi côté français. Peut-être une dernière chose avant de passer la parole à Nicolas pour continuer la discussion. Dans ce contexte géopolitique, il y a un tiers qui n'est pas seulement la France, l'Allemagne, mais aussi l'Italie, parce que l'unification italienne a conduit à consulter un certain nombre de populations, les populations qui ont été rejointes au Piémont-Sardaigne d'Italie centrale, les populations de Nice et de la Savoie, pour lesquels Napoléon avait marchandé, mais ce marchandage s'est quand même soldé par une consultation. Donc l'idée qu'il y a un plébiscite, qu'on consulte les gens, c'est aussi une idée qui s'est concrétisée d'un point de vue géopolitique dans un passé très récent. Oui, et puis c'est pas pour rien aussi que Renan, même s'il s'en excuse, utilise cette métaphore du plébiscite, qui est très connotée quand même aussi bonapartiste. C'est que précisément, et c'est aussi pour ça que Fussel de Coulanges et Renan en 1870 vont dire ce qui est important, c'est la volonté des populations d'appartenir, c'est parce qu'en 1870, il n'y a pas de plébiscite mené par l'Allemagne, il n'en est même pas question, ni en 1871, alors que les Français, quand il y a eu l'incorporation de Nice et de la Savoie, eux ont procédé à un plébiscite. Et donc en fait, s'ils argumentaient sur d'autres bases, en fait, on pourrait tout à fait opposer aux Français que Nice et la Savoie ne sont pas spécialement historiquement français, pas nécessairement majoritairement francophones, et donc on aurait plein de problèmes en fait à avoir une acception extrêmement centrée sur la langue, sur la race pour ces duchés-là. Donc on va plutôt utiliser l'argument de la volonté des populations, et donc ça c'est aussi extrêmement important. Mais là où on voit les contradictions de l'universalisme français et de cette acceptation-là, c'est que en 1918, quand il s'agira de réincorporer les provinces perdues, l'Alsace et la Lorraine, on ne procédera pas non plus à un plébiscite. Comme quoi Renan a défini la nation, mais sa définition, elle n'est pas forcément suivie ensuite par les dirigeants. Nicolas Mariot, lorsque vous relisez le texte de Renan, vous avez beaucoup travaillé sur la question de la nation et de qu'est-ce qui fait le collectif, et est-ce qu'il faut que les gens adhèrent intimement à un collectif pour que ce collectif existe. Là, Renan dit clairement, bah voilà, la nation existe parce qu'on y adhère, parce qu'on en a des souvenirs, des projets, on y participe avec ce volontarisme. Comment on l'analyse du point de vue du politiste et justement de celui qui s'intéresse à cette participation ou non des individus au collectif? Alors, je vais essayer de décrire ça en commençant par rappeler rapidement comment j'entends la conception de la nation chez Renan. Il y a des tas de lectures de la nation chez Renan. C'est un texte assez complexe, qui n'a pas une ligne directrice unique. Et par exemple, il y a plein de gens qui s'en saisissent pour dire c'est une perspective même constructiviste presque, puisque c'est pas ni la langue, ni la race, ni les frontières naturelles qui font la nation, c'est une histoire commune, essentiellement. Et en ce sens-là, il la présente comme une perspective extrêmement
une manière extrêmement moderne de saisir la nation. Néanmoins, il me semble qu'on l'a entendu dans les exemples qui étaient lus, on peut la décrire de la façon suivante. La conception de la nation chez Renan, elle est élitaire, je crois, très profondément. Il a une formule étrange, il dit le capital social de la nation, c'est une formule très sociologique, capital social. Il dit le capital social de la nation, c'est un passé héroïque des grands hommes de la gloire. Vous avez entendu tout à l'heure quand on lisait le texte. Donc une perspective assez élitaire, avec un rôle essentiel, on n'en a pas parlé, mais important de l'oubli. Pour qu'une nation se forme, il faut oublier, et il faut oublier notamment les déchirements. Et il a cette phrase très forte, par exemple, il écrit dans la conférence, il faut oublier la Saint-Barthélemy. Bon, on pourrait discuter longuement de toute cette question-là. Deuxième point, c'est une conception sacrificielle. Et là, en ce sens-là, elle est très forte et assez conservatrice. Je le cite, là encore, la nation, c'est le fait que la souffrance en commun unit plus que la joie. La souffrance unit plus que la joie. On aime en proportion des sacrifices qu'on a consentis, des maux qu'on a soufferts. La nation, je le cite toujours, impose l'abdication de l'individu au profit de la communauté. Ça, c'est quand même très fort et très loin d'une perspective, on va dire, libérale ou démocratique. L'abdication de l'individu au profit de la communauté. Enfin, elle est, je crois, idéale. Là, on l'a entendu aussi. La nation, c'est une âme, un principe spirituel, une conscience morale, écrit-il. Donc, il n'y a pas du tout de matérialité de la nation, ce sur quoi je vais revenir bientôt, juste après. Et puis enfin, on en vient là au plébiscite de tous les jours, elle est volontaire. La nation, c'est un consentement, un désir clairement exprimé, écrit-il, à travers la formule du plébiscite. Alors, j'étais content qu'on en parle tout de suite. C'est un choix, évidemment, qui est très marquant d'utiliser le terme plébiscite, qui renvoie très clairement à l'Empire, quand même, il y a peu de temps avant. Et le plébiscite sous l'Empire, c'est pas un choix, c'est une ratification. D'ailleurs, la formule des plébiscites de 1851-1852, ça commence par « le peuple veut ». Le peuple veut qu'on rétablisse l'Empire, le peuple veut que Napoléon III devienne un empereur, et je ne sais plus exactement le... Mais ça commence comme ça, le peuple veut. Donc ça a quelque chose à voir avec la ratification, beaucoup plus qu'un choix. Puis évidemment, ça fait référence sans doute à l'annexion par la France de la Savoie et du comté de Nice, à la suite de plébiscites là aussi, où on donne la parole aux populations. Mais vous voyez ici, aux populations au sens très large, au sens de groupe. Ce n'est pas vraiment des individus, des citoyens électeurs, mais plutôt des provinces à qui on demande leur avis, comme si elles pouvaient en quelque sorte parler collectivement. Alors comment est-ce qu'on peut entendre l'idée de plébiscite de tous les jours là-dedans ? Il y a quelque chose comme, effectivement, peut-être un catéchisme national. À quoi ça ressemblerait un plébiscite de tous les jours ? Peut-être à quelqu'un qui, avant d'aller se coucher, ne ferait pas une prière, mais se mettrait peut-être à réciter une liste des grands hommes, des titres de gloire du pays, etc., pour être bien sûr qu'il a envie de continuer dans ce sens-là. On peut imaginer que ça serait quelque chose comme ça. C'est difficile d'imaginer qu'est-ce que c'est un plébiscite de tous les jours et sur quoi c'est fondé. Est-ce qu'il y a un seul d'entre nous qui fait ça, qui plébiscite la nation tous les jours en rentrant chez lui? Je ne crois pas. Henri Guénaud n'est pas à cette table, donc voilà sans doute pas. Bon. Et vous voyez que ça pose tout un tas de questions très intéressantes, mais qui tiennent très largement à l'aspect idéal, moral de la conception qu'a Renan donc, de cette nation. Et je voudrais maintenant insister là-dessus, c'est très en décalage avec ce qui va se passer très peu de temps après, 1889, quelques années après seulement, la première et la très grande loi sur la nationalité qui régit encore notre mode de définition de ce que c'est qu'un Français. Et là, je vais reprendre des analyses qui ont été détaillées, popularisées par Gérard Noiriel tout au long de ses travaux sur la nationalisation, ce qu'il appelle le processus de nationalisation des sociétés européennes. Et là, vous allez voir qu'on est à milieu de Renan. Pourquoi on est très loin de Renan ? Fondamentalement parce que chez Renan, on n'est pas encore dans une conception de la nation qui a intégré les classes populaires. Voilà.
en l'état, on est encore, on pourrait dire, dans une conception quasi censitaire de la nation, où ce sont les lettrés, les intellectuels qui savent ce qu'il faut penser, dire, quels sont les moments de gloire, quels sont les grands hommes, etc., etc. Et c'est ça qui va complètement basculer et transformer la perspective liée à la nation à partir de la loi de 1889. Alors je vais aller très très vite, beaucoup trop vite ici. Ce que montre très bien Noiriel, c'est que cette loi installe une frontière très forte définie par des papiers. On n'a pas encore de papier d'identité à l'époque, mais ça va venir, notamment à partir de 1905 et l'universalisation du service militaire pour tous en France. C'est le premier moment où on a véritablement l'émergence de papiers individuels qui marquent l'identité individuelle des gens. En 1889, l'Assemblée nationale, et c'est pas un hasard s'il y a une loi militaire juste après cette loi sur la nationalité, quelques semaines après, instaure une séparation très marquée entre le national, donc le français, et l'étranger. Et désormais, avant, il y avait un titre qui s'appelait l'admission à domicile, et dans le Code civil napoléonien, début du XIXe siècle, les étrangers bénéficiaient encore des droits civils. C'était extrêmement important pour les classes populaires, notamment le droit d'affouage pour se chauffer dans les villages, prendre du bois communal pour se chauffer, ou l'accès à la bienfaisance. C'est ça qui s'arrête en 1889. Pourquoi ? Parce qu'on limite désormais l'admission à domicile à 5 ans. Au bout de 5 ans, les étrangers doivent choisir, soit ils demandent à devenir français, à acquérir la nationalité française, soit ils restent étrangers. S'ils acquièrent la nationalité française, ils doivent réaliser un certain nombre de devoirs en échange de droits. C'est ça qui change fondamentalement. Dans le texte de Renan, le mot « devoir » apparaît, le sacrifice impose des devoirs, écrit-il, mais le mot « droit » jamais. Et c'est en ça que la conception de la nation de Renan, elle peut être dite pré-démocratique. Donc en 1889, ce qui change, c'est qu'au bout de 5 ans, un étranger choisi, soit il devient français et il doit faire son service militaire, il devient redevable de l'impôt du sang, etc., etc. Et en échange de droits qui, au début, à cette époque-là, sont encore très timides, mais qui vont prendre de l'ampleur tout au long du XXe siècle. Et puis, à l'inverse, s'il choisit de rester étranger, eh bien là, ce qui existait depuis le début du XIXe siècle, il le perd. Il n'a plus droit aux droits civils, notamment l'affouage et la bienfaisance. Il a le droit de rester étranger, de ne pas faire son service militaire, concrètement, puisque c'est ça qu'on essaie d'imposer à l'époque, mais il perd l'accès aux droits civils qui existaient jusqu'alors. Et vous voyez qu'ici, j'en termine par là, enfin si je dirais 2 mots encore, vous voyez ici qu'on est très loin d'une conception de la nation fondée sur un plébiscite de tous les jours ou sur ce qu'on a pu appeler après le sentiment d'appartenance. Et là, je vais citer un petit extrait que j'aime beaucoup, qui me trotte dans la tête depuis 20 ans maintenant, que je rabâche dans tous mes cours à mes étudiants, un petit extrait d'un livre de Gérard Noiriel, dans lequel il pose la question, il discute les lieux de mémoire de Pierre Nora et l'idée de nation fondée sur ce sentiment d'appartenance. Et voilà les questions qu'il pose, Noiriel. Donc elles sont très simples, mais très fortes, je crois. Il dit « Quelle preuve avons-nous, par exemple, qu'au XIXe ou au XXe siècle, tous les membres des classes populaires s'identifiaient à ce que Nora appelle un être ensemble national ?» Donc cette idée de... Voilà, à la Renan, d'une nation idéale. Donc il dit, est-ce qu'on en a les preuves ? C'est très difficile à montrer, plein d'historiens se sont cognés là-dessus, comment faire la démonstration, la preuve que des gens possèdent un sentiment d'appartenance, ont un sentiment national en eux. Bon, voilà. Mais il ajoute une question qui est plus importante encore, il écrit, et si ce n'était pas le cas, donc, et s'il ne s'identifiait pas à cet être ensemble national, faudrait-il en conclure que ces individus n'appartenaient pas à la nation ? Vous voyez ? Et là, Noiriel, il dit non, parce que l'appartenance à la nation, elle n'est pas fondée, ou elle n'est plus fondée à partir de 1889 sur l'idée d'un sentiment d'appartenance, pour autant qu'elle ne l'ait jamais été. Elle est fondée sur des papiers qui différencient le national de l'étranger. Et ces papiers, ce sont eux qui vont donner accès à des droits. On devient, quand on est citoyen français, à partir de ce moment-là, on devient un ayant droit de l'État.
Et c'est ce qui va donner naissance ensuite à notre État-providence, etc., etc. Mais vous voyez qu'ici, il n'est pas du tout question ni de sentiment d'appartenance, ni de plébiscite de tous les jours. La nation n'est pas un choix, elle est un donné par l'État qui nous l'impose, le plus souvent dès la naissance, sauf pour les étrangers. Et qu'il impose, merci beaucoup, qu'il impose aussi dans des contours bien spécifiques. Je vais citer ici une phrase d'Anne-Marie Thiès dans son livre « La création des identités nationales », qui est devenu un classique aussi, l'historiographie de la nation, qui discute aussi le texte de Renan, et avec une formule que je trouve assez fantastique, puisqu'elle dit « On nommait généralement de citer les préalables qui répondent à la question essentielle, à savoir pourquoi les Auvergnats et les Normands sont appelés à participer au plébiscite de la nation française, mais non point les Lettons ou les Andalous ». Effectivement, c'est une question fondamentale. S'il y a plébiscite, qui est appelé à faire ce plébiscite ? Et de fait, les gens qui sont à l'intérieur des frontières, et donc qui ont ces fameux plébiscites d'identité à partir des années 1900 et qui, avant cela, sont déjà enregistrés comme nationaux à la différence des étrangers, seront appelés à faire ce plébiscite. Mais imaginons quelqu'un qui se dit qu'il adhère au principe spirituel de la nation française, mais en Lettonie. Rien ne dit que la nation pourra lui ouvrir ses portes. Donc là, c'est le décalage entre une conception effectivement volontariste, élitiste, et puis la conception concrète, matérielle, fondée sur des États-nations en train de se construire. C'est une très belle phrase et tu as tout à fait raison d'y insister, parce que Noiriel, encore lui, rappelait que sous la Révolution française, des députés de la nation pouvaient être étrangers. Et il y en a eu 5, je crois, de mémoire dans la Seconde Assemblée, justement parce qu'on considérait que puisqu'ils adhéraient au principe de la Révolution et de la Nouvelle République, etc., eh ben, ils pouvaient légitimement prétendre à représenter ce qu'on pourrait appeler la nation française à l'époque, quoi. Voilà. Ce qui ne sera évidemment plus du tout le cas après. Aujourd'hui, si on est étranger, on ne peut pas devenir député représentant de la nation. Et sauf erreur, Garibaldi, en 1870, est candidat à la députation, mais justement parce que la nation est en train de se redéfinir, son élection n'est pas validée, puisque des Français l'avaient élu dans l'enthousiasme romantique pour le révolutionnaire italien venant combattre pour la nation française, qui avait aidé elle-même la nation italienne à s'unifier, mais l'élection de Garibaldi n'est pas validée, puisque précisément la définition de la nation s'est resserrée autour du national, qui est plus tout à fait le national potentiellement universel. Oui, puis justement, pour revenir aussi sur la question de l'opposition entre un concept français et un concept allemand, justement, si on dit aussi assez facilement que le concept allemand est marqué par un rapport assez ethno-linguistique, donc assez assignateur en fait d'identité. Et c'est aussi important de rappeler qu'en fait, ces papiers d'identité, les lois vraiment sur la citoyenneté sous l'Empire allemand, elles sont extrêmement tardives. Il n'y a pas de citoyenneté allemande, en fait, avant 1913. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des citoyennetés bavaroises et des citoyennetés badoises, du Wurtemberg, prussiennes, évidemment, mais il n'y a pas de citoyenneté allemande. Donc, c'est un peu paradoxal de dire, on a un concept de nation extrêmement assignateur, alors que, justement, en France, il y a tout ce contexte, en fait, de penser aussi de la nationalité, lié à la citoyenneté aussi depuis la période des révolutions, et qui se pose aussi avec la question de que fait-on de ce qui n'est pas national, et donc la question de l'étranger. Alors, il y a un point qui sans doute explique la célébrité du texte de Renan et qui lui donne cette apparence de texte très ouvert et libéral, alors que, on l'a dit de différentes manières, il ne l'est pas forcément ni l'auteur ni le texte lui-même. C'est que malgré tout, c'est un texte de 1882. Donc à une époque où si on ouvre un dictionnaire, le Littré par exemple, le mot nationalisme n'existe pas. Le Littré 1874, il n'y a pas d'entrée nationalisme, c'est quelque chose qui arrive plus tardivement dans les dictionnaires de l'époque. Et donc on est avant le boulangisme, on est avant Drummond, la France juive, on est avant l'Action française. On est dans une ère où la nation n'est pas encore pensée dans les cadres de plus en plus étroits et agressifs du nationalisme tel qu'il se construit à la fin du XIXe siècle, ce qui veut dire que Renan peut être lu comme l'héritage d'une conception ouverte universaliste de la Révolution française, ce qu'il n'est pas entièrement, mais en tout cas par contraste avec les discours sur la nation qui sont les discours de Maurras par exemple, qui eux sont beaucoup plus fermés. Donc est-ce que c'est pas un élément, disons, de la réception de Renan que d'être encore une dernière parole non essentialisante du côté des intellectuels défendant la nation? Alors, si je peux intervenir, en fait, il y a un autre aspect de la nation dans Qu'est-ce qu'une nation, c'est que c'est une construction, enfin c'est un élément provisoire dans l'histoire de l'humanité. Il y a des paragraphes dans le texte qui indiquent que les nations seront dépassées par une sorte de construction universaliste, on pourrait dire, au moins à échelle européenne. Et ça renvoie aussi à la philosophie de l'histoire de Renan qui
s'inspire en partie de celle de Hegel et en partie d'Auguste Comte, et qui s'exprime dans l'avenir de la science, par exemple. Pour Renan, l'État-nation, tel qu'il existe au moment où il prononce sa conférence, c'est un état transitoire. Donc il n'y a pas du tout d'essentialisation, je pense. Et donc il est appelé à être dépassé par des constructions plus larges qui dépasseraient complètement cette question des identités nationales. Transitoire comme l'est la science, puisqu'il y a des passages assez troublants disant qu'on ne peut pas fonder la nation sur des critères scientifiques, puisque la science elle-même est relative et avance et évolue, donc ce qu'on pense être un germain aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain, et ce qui est une manière de dire finalement l'anthropologie, l'ethnologie, la linguistique, etc., c'est pas des appuis solides. En tout cas, la science ne permet pas de trancher ces débats. C'est des débats qui ne peuvent être tranchés que d'un point de vue politique volontariste, et certainement pas d'un point de vue savant, parce qu'on ne peut pas observer des nations comme on observerait des essences. Il y a un autre point que je voulais soulever avec vous, qui est sur les dimensions politiques du texte de Renan. En le relisant, j'étais frappé par le peu d'allusions à la Révolution française. C'est un texte dans lequel il y a 2 fois le mot révolution, une fois vraiment au détour d'une phrase de manière secondaire, et puis une fois, lorsque Renan dit « c'est la gloire de la France d'avoir, par la Révolution, proclamé qu'une nation existe par elle-même », nous ne devons pas trouver mauvais qu'on nous imite. Mais la construction même de la phrase dit c'est la gloire de la France d'avoir fait la Révolution, c'est pas la gloire de la Révolution d'avoir créé la nation. Donc finalement, la Révolution est un épisode, somme toute, assez secondaire. Le mot république n'apparaît pas, sauf pour parler des républiques de l'Antiquité ou des républiques médiévales. Le mot révolution n'apparaît pratiquement pas. Et il y a un endroit où il y a l'impensé m'a semblé absolument gigantesque, c'est tout le passage où Renan discute des langues en disant la langue suffit pas, la preuve, regardez, l'Amérique espagnole et l'Espagne sont des nations différentes, et regardez, les États-Unis et la Grande-Bretagne sont des nations différentes. Mais en fait, pourquoi c'est des nations différentes ? Parce qu'il s'est passé un petit truc qui sont les révolutions. La révolution, les indépendances latino-américaines, les indépendances des États-Unis, et c'est quelque chose sur lequel il fait entièrement l'impasse. La révolution, alors qu'on sait à quel point la révolution, et Nicolas l'a rappelé, est une matrice de réflexion très forte sur la nation, aussi bien en France que chez les peuples soumis ensuite aux armées révolutionnaires, on pense à Fichte bien sûr, la révolution, elle est quasi absente de son récit. Il y a beaucoup de Moyen-Âge, beaucoup d'Antiquité, la révolution est quasiment pas là. Oui, c'est très frappant effectivement, mais sans doute parce que là, ça renvoie, je crois, à l'idée de racine ou d'enracinement qui est très prégnante dans sa perception de la nation et qui va mal avec l'idée de révolution, même la plus grande d'entre elles. Et puis peut-être est-ce encore là le souvenir relativement frais de la Commune aussi qui joue pour chez tous ces gens, ces intellectuels de l'époque, pour qui c'est très souvent le repoussoir absolu. Donc l'idée que effectivement la nation puisse être en partie fondée sur des coups de force, des ruptures, voire l'idée d'une table rase, contrevient, me semble-t-il, complètement à l'idée d'enracinement, de culte des ancêtres, etc., qui promeut dans le texte. Mais c'est peut-être paradoxal aussi, dans un autre sens, qu'il ne fasse pas du tout référence, parce qu'il me semble que l'idée de plébiscite de tous les jours, par exemple, il aurait pu la réutiliser, ou elle sera réutilisée après lui, disons, avec la Grande Guerre, avec l'idée que la Grande Guerre est une levée en masse. C'est vraiment la formule qui traîne partout à l'époque, dans les journaux, dans les correspondances, partout, les gens qui ont le bac ou plus à l'époque, une toute petite minorité de la population, ils écrivent que la Grande Guerre est une levée en masse. Or, c'est pas une levée en masse, c'est une mobilisation générale. Ça ne repose pas du tout sur un élan personnel, une volonté d'y aller. C'est pas le canon de Valmy, 14-18. C'est une mobilisation générale à laquelle nul ne peut échapper véritablement, ne serait-ce qu'en raison du contrôle social qui existe dans tous les villages. C'est pour ça qu'il y a un paradoxe complet entre la brutalité des règles répressives qui sont mises en place, notamment au tout début de cette guerre, parce que beaucoup des gens, comme les équivalents de Renan à l'époque, ont peur que chez beaucoup de gens, il n'y ait pas d'élan, il n'y ait pas de plébiscite de tous les jours pour aller à la guerre. Mais parce que pensent qu'ils vivent leur participation à la guerre, leur départ, sur le mode du plébiscite de tous les jours, sur le mode de l'élan, de Valmy, etc., etc. Or, c'est pas ça qui se passe en 14. En 14, c'est une mobilisation générale de l'intégralité de la population
en situation d'aller combattre à l'époque et qui laisse place à rien d'autre. C'est la même chose que ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Évidemment qu'on ne demande pas aux Ukrainiens qui sont supposés être placés sous les règles de la mobilisation générale s'ils sont d'accord ou pas pour y aller, ou s'ils ont une idée de la nation ukrainienne assez forte. Tous ceux qui ne veulent pas y aller, l'État va les chercher par le col et leur dit « Mon petit gars, tu n'as pas le droit d'y échapper ». Parce que tu es un national, précisément. Parce que tu as la nationalité ukrainienne et que tu as entre tel et tel âge. Tu es condamné à aller au front. Voilà, ça n'a rien à voir ni avec un choix, avec un élan, avec quelque chose comme ça. Hein. Et c'est ce paradoxe-là qui est intéressant de questionner, je crois. Pourquoi l'idée de nation à la Renan, elle est restée aussi puissante alors que la forme nationale telle qu'elle existe depuis le début du XXe siècle, elle est très éloignée de ce qu'il écrit, je crois. Grand Imbrien. Oui, puis il y a un malaise en fait profond de Renan avec la Révolution française. Ça, on le voit très nettement dans sa correspondance déjà avec Strauss. Donc quand ils refont un peu le film de tout le XIXe siècle, la France et l'Allemagne, en commençant avec la Révolution française, on sent Renan assez mal à l'aise et il essaie de faire un peu un droit d'inventaire de bon bah voilà, ça c'est plutôt un aspect plutôt positif, ça c'est plutôt un aspect négatif. Et Nicolas Mariot l'a très bien rappelé aussi. On est extrêmement peu de temps après la Commune de Paris, qui a été un traumatisme absolument incroyable pour nombre de conservateurs comme Renan. On est à peu près, pas très longtemps avant, on a 93 de Hugo aussi, qui se pose la question de la violence en Révolution française, avec en miroir la violence justement de la Commune de Paris. Renan, pendant la Commune de Paris, il essaie de rester le plus longtemps possible, et puis finalement il part se réfugier à Sèvres. Dans sa correspondance privée avec ses amis, il décrit à quel point c'est l'horreur, ce que font les communards à Paris et dans Paris. Et donc il y a vraiment un vrai malaise là-dessus. Et puis un autre impensé aussi du texte qui, moi, me frappe particulièrement. Alors effectivement, il y a la question de la Révolution française, il y a la question de l'Empire. Il n'est pas spécialement question de l'Empire colonial. On ne parle pas des colonies. Est-ce qu'on est vraiment allé demander, est-ce qu'il y a un plébiscite vraiment de tous les jours en Guadeloupe, en Martinique, en Algérie? Et si oui, qui a le droit de participer au plébiscite de tous les jours? On n'en parle pas. Là aussi, on a un grand impensé là-dedans. Un impensé d'autant plus frappant que Renan, c'est quelqu'un qui a pensé, qui a voyagé en Méditerranée orientale, donc qui est bien placé pour savoir qu'il existe des territoires outre-mer sur lesquels il y a des formes d'impérialisme plus ou moins nettes, plus ou moins intenses, que lui-même a pu développer des formes de hiérarchisation des races, pas dans ce texte, parce que dans ce texte, c'est bien, la race, c'est surtout pas ça qu'il faut suivre, la race, c'est très relatif, il y a plein de races, l'Allemagne, il n'y a pas une seule race, la France, il n'y a pas une seule race, la race n'est pas le bon principe, je cite, la vérité qu'il n'y a pas de race pure et que faire reposer la politique sur l'analyse ethnographique, c'est la faire porter sur une chimère. Donc ça, effectivement, aujourd'hui, si on est très humaniste et universaliste, on dit c'est formidable de penser que les races sont des chimères. Mais c'est pas non plus exactement ce qu'il dit ou ce qu'il écrit quand il parle des peuples non européens. Nathalie Richard. Alors, oui, alors quand il visite la Palestine et l'ancienne Phénicie, en fait, il voyage dans le passé, il voit pas du tout le présent. Il cherche les traces de l'histoire biblique, les traces archéologiques. Il y a très peu de notations sur le présent. En revanche, effectivement, il y a une hiérarchisation qui vient du cœur de la démarche scientifique de Renan, qui est un philologue, donc qui s'intéresse à l'histoire des langues et par-delà des mythologies et donc des religions, et qui pratique la philologie comparée, comme la plupart des érudits dans ce domaine au XIXe siècle, sur le modèle notamment des érudits allemands. Et cette comparaison, elle amène à classer les langues par degré de sophistication et de complexité. Ce type de hiérarchie qui hiérarchise également les races, mais pour Renan, lorsqu'il adhère encore à ce vocabulaire, la race, c'est la langue. C'est absolument pas la race anthropologique, biologique. Il le redit dans Qu'est-ce qu'une nation, il dit il y a beaucoup d'ambiguïté autour de la notion de race, parce qu'il y a deux acceptions contradictoires, celle des philologues et celle des anthropologues. Et du coup, c'est pas contradictoire de dire qu'il y a un mélange des races biologiques et néanmoins des identités des races philologiques. Et donc c'est de ce côté-là en fait qu'on va trouver une hiérarchisation. Donc effectivement, il y a des langues qui permettent des opérations intellectuelles ou l'expression de formes de spiritualité plus complexes que d'autres.
Peut-être un dernier point que j'aimerais soulever, vous en aurez peut-être d'autres ensuite, qui concerne la proposition franche et claire de Renan à un moment de son texte de donner la parole aux populations concernées. Et on comprend bien que, au fond, c'est la question de l'Alsace qui continue à peser. Et donc, lorsqu'il écrit « Si des doutes s'élèvent sur ces frontières, celles de la nation, consulter les populations disputées ». Mais là aussi, il me semble qu'on est à un niveau d'abstraction très fort, parce qu'à aucun moment on n'est envisagé la réponse possible, qui pourrait être 51-49. Qu'est-ce qu'on fait si on consulte l'Alsace et qu'à 51,49 ou 50,1 et 49,9, les gens sont partagés? Et autrement dit, comment on pense les espaces multinationaux? Il y a un petit passage qui est consacré à Smyrne ou Salonique en disant l'Empire ottoman a séparé les nations, du coup c'est pas une vraie nation, ça marche pas. Mais du coup, qu'est-ce qu'on en fait? Et qu'est-ce qu'on fait des endroits où il y a des gens qui sentent français, des gens qui sentent allemands? Est-ce qu'il y a une solution à ça? Il me semble que là, on reste à un tel niveau d'abstraction qu'il n'y a pas vraiment de vade-mecum pour résoudre les grands dilemmes wilsoniens post-Première Guerre mondiale. À qui sont ces territoires? Avec Renan pour guide, on n'est pas forcément beaucoup plus avancé. Oui, alors peut-être aussi parce que je ne sais pas dans quelle mesure est-ce qu'il veut complètement sauver la nation. Justement, il a ces phrases où il dit c'est quelque chose de tout à fait transitoire, et vous l'avez très bien rappelé. C'est transitoire, c'est amené à disparaître, d'où l'importance de l'oubli. Il a aussi cette phrase sur l'Autriche où il dit c'est à tout le mieux un État, mais en aucun cas une nation, parce que c'est composé de tellement de nationalités différentes. Donc je ne sais pas dans quelle mesure est-ce qu'il veut vraiment défendre la nation face à des dilemmes comme ça. Je pense qu'au contraire, pour lui, ce sont des cas limites qui prouvent bien que il faut oublier et il faut aller sans doute vers des formes, alors ça va sonner très hugolien, mais des États-Unis d'Europe ou des choses comme ça. Il parle aussi de confédération européenne régulièrement dès 1870 face à Strauss, en incluant parfois l'Angleterre. Donc je ne sais pas s'il faudrait le voir comme un défenseur de la nation aussi dans ces cas-là. C'est peut-être justement dans ces cas limites où on peut voir qu'il abandonnerait peut-être un peu la nation au profit d'autre chose. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on continue avec des points à soulever ou peut-être qu'on va simplement ouvrir la discussion avec la salle s'il y a des questions autour d'Ernest Renan et de ce texte. C'est une très bonne question. Alors au début du texte, le vocabulaire n'est pas très bien stabilisé. Au début de la conférence, il écrit notamment il n'y a jamais eu de patriote assyrien. Donc là, il utilise le terme patriote. Bon, il n'utilise jamais le terme nationaux. Le terme patrie est un peu équivalent, on a l'impression, au début de la conférence. C'est un peu interchangeable, on a l'impression, entre nation et patrie. Et puis, petit à petit, il l'abandonne complètement. Dans tout le reste, à la fin, là, me semble-t-il, sauf erreur de ma part, mais quand il en vient dans la dernière partie, parce que, vous voyez, la conférence est scindée en 3 blocs. Au début, il a une espèce de longue introduction pour dire c'est très compliqué, on ne sait pas sur quoi ça repose, c'est flou, la nation, etc., etc. La deuxième partie, c'est en creux, tout ce qu'elle n'est pas, donc ni une race, ni une langue, ni des frontières naturelles, ni je ne sais plus quoi. Des intérêts. Deux lignes pour dire c'est pas une communauté d'intérêts, un Zollverein n'est pas une nation, une union douanière n'est pas une nation, et ça c'est expédié hyper vite. Ça ne l'intéresse pas du tout. Ouais. Il n'est pas nouveau. Non, n'est pas du tout nouveau, mais ce qui est intéressant, c'est que dans la dernière partie de sa conférence, la 3e, celle du plébiscite de tous les jours, de l'élan, etc., le terme disparaît complètement, n'est plus présent. Voilà. Donc, pourquoi, je ne sais pas exactement. Mais... Mon impression, c'est que comme il s'intéresse aux formes anciennes, antiques de groupements humains, c'est là qu'il repère des patries parce que c'est un mot latin et donc la patria qui vient du père, là où sont nés nos pères, etc., et qu'il peut assigner la patrie à Rome, à tel ou tel État médiéval, et que plus il s'approche du présent, plus il va reprendre le vocabulaire de la nation, le vocabulaire post-18e. C'est un peu l'impression que j'ai. C'est aussi ce que j'allais dire. Il ne faut pas oublier que le terme de patrie et de patriotisme, c'est de la terminologie d'Ancien Régime. Et donc, à partir de là, on est au 19e siècle, le patriotisme n'inclut pas une politisation énorme du concept de patrie, pour lequel on irait spécialement mourir. On ne va pas mourir pour la patrie lorsqu'on va servir les armées de Louis XV. Et donc c'est vraiment un vocabulaire d'Ancien Régime, c'est pour ça qu'il l'assigne à l'Ancien Régime. Vous avez tout à fait raison de dire ça. Il dit sur les Assyriens, Rome est le plus près d'être une patrie. Et donc on n'est vraiment pas dans ce vocabulaire-là. Et ce qui est intéressant, c'est que tout au long du 19e siècle, le terme de patrie va être utilisé en grande partie pour les colonies, plutôt que le terme de nation. On va parler de mère patrie, non pas de nation, quand on va parler de l'Algérie, de la Guadeloupe, de la Martinique.
Donc il y a une forme de distance à la fois temporelle et en même temps dans le degré d'appartenance à la nation. C'est une forme de mise à distance quand même quand on parle de patrie et de patriotisme. Et vous voyez, j'ai retrouvé là ce que j'avais noté un peu du texte au début, où effectivement le vocabulaire est assez flottant, on retrouve plein de mots qui devraient être mieux distingués qu'il ne le fait. Il écrit « Il n'y eut pas de citoyens égyptiens, pas plus qu'il n'y eut de citoyens chinois ». Sans doute, ça remonte aussi. Hein. Ensuite, Athènes, Sparte sont de petits centres d'admirable patriotisme. Mais là, il dit ils étaient trop petits pour qu'on considère que c'est une nation. Il y avait du patriotisme, mais ce n'étaient pas des nations parce qu'elles étaient trop petites en nombre de personnes. Il n'y eut jamais de patriotes assyriens, et puis il ajoute encore, mais un empire romain, 12 fois grand comme la France actuelle, ne saurait former un État dans l'acception moderne. Vous voyez, là, on est carrément à État. Tout ça reste assez flottant au début. Il va abandonner tout le reste de ce vocabulaire pour se concentrer sur l'idée de nation dans la troisième partie, enfin, dans les deux parties suivantes. Je crois qu'il y avait d'autres questions, monsieur. Alors moi, je répondrais par une pirouette en disant qu'il y a une très belle enquête à faire sur la réception de Renan, et donc avis aux masterants, thésards, aux profs dans la salle qui ont des étudiants, des étudiantes, parce que voilà, on le suppose, on en a l'impression, l'intuition, mais à ma connaissance, on n'en a pas encore de preuves directes. Je parle sous votre contrôle. Non, il y a des études de réception sur d'autres textes contemporains, parce qu'on a évoqué l'évitement de la Révolution française, mais il ne faut pas oublier qu'au même moment, Taine publie Les origines de la France contemporaine. Donc le débat est fort, et je pense que sur la Révolution française, sur la terreur révolutionnaire notamment, les positions seraient très similaires. Donc, on peut avoir les chiffres de tirage de Qu'est-ce qu'une nation? On pourrait les trouver? Alors, je ne sais pas, faudrait, et je pense qu'on doit pouvoir les trouver, parce qu'il me semble qu'il y a des archives de la maison Calman-Lévy qui ont été étudiées par Jean-Yves Mollier. Donc, il lui donne des tirages pour d'autres ouvrages, donc sans doute qu'on pourrait trouver les tirages pour la... Alors, le problème, c'est que ce texte il a circulé de plusieurs manières. Il est publié dans le bulletin de l'Association française pour la science, qui semble être le cadre dans lequel la conférence de la Sorbonne a été organisée. Ensuite, il est publié en brochure par Calman-Lévy. Puis, il est republié en 1887 dans un volume de... Je ne me souviens plus du titre, Dialogue et pensée, quelque chose comme ça, dans la préface duquel Renan insiste sur ce texte en disant qu'il a pesé tous les mots. Donc c'est pour ça qu'il faudrait vérifier si c'est vraiment un flottement involontaire de vocabulaire, et que c'est un texte particulièrement important. Et donc du coup, pour savoir comment ce texte a circulé, il faudrait faire cette enquête sur l'ensemble de ces supports, mais ça doit être possible, voilà. Ouais, mais effectivement, la forme brochure se prête bien à une grande diffusion. L'enquête de réception n'existe pas, donc c'est très difficile de vous répondre. Et puis si je peux rajouter aussi une enquête à l'enquête, il y aurait aussi la même chose à mener à l'international, parce que pour préparer l'émission, j'ai un petit peu regardé quelle était la réception, au fond, du texte de Renan en Allemagne, puisqu'on nous dit tout le temps que c'est un peu la naissance de l'opposition France-Allemagne. Et ben en fait, en regardant la plupart des grandes encyclopédies de la fin du siècle, donc les Brockhaus, les Myers, etc., Renan est cité pour sa thèse sur Averroès, Renan est cité pour sa vie de Jésus, Renan est cité pour ses travaux sur les langues sémitiques, il est cité beaucoup plus rarement pour ses controverses avec Strauss en 1870, alors qu'elle a fait couler beaucoup d'encre en 1870, et presque aucun évoque le texte de 1882. Donc on a presque l'impression qu'il est presque limite redécouvert en fait par la recherche dans la deuxième moitié du XXe siècle, mais il y aurait un véritable travail à faire sur l'histoire internationale de ce texte-là, parce qu'il a aussi été traduit maintes fois en anglais à la fin du XXe siècle par Homi Bhabha, donc là aussi dans un contexte un peu plus postcolonial. Et donc voilà, affaire à suivre. Je crois qu'il y avait une Peuple et Nation chez Ernest Renan. Chez Ernest Renan. C'est compliqué. Il utilise le mot peuple, revient là je dis de mémoire, revient à de nombreuses reprises, je crois, dans la conférence. Comment il l'entend, c'est pas évident de savoir exactement ce qu'il met derrière. C'est manifestement pas dans un sens populaire.
populaire, voilà. C'est pas dans un sens peuple égal ce qui est populaire. C'est plutôt dans l'idée de les entités qui composent le groupe national. Voilà. C'est plutôt dans ce sens-là. Hein. Parler comme une entité, un groupe, etc., etc. Vous voyez, dans l'idée que je citais au début, là, l'abdication de l'individu au profit de la communauté. La communauté, en ce sens-là, chez lui, c'est le peuple. Voilà, me semble-t-il. C'est comme ça qu'il utilise le terme. Voilà, à la fin de la deuxième partie, l'homme est tout dans la formation de cette chose sacrée qu'on appelle un peuple. Donc on comprend en fait que ça recouvre, si la nation est le principe spirituel et que le peuple est la chose sacrée, les deux ont tendance à se recouvrir, même si un petit peu comme pour patrie, le mot peuple est plus employé pour le début de ces périodes, puisqu'il parle des peuples germaniques, c'est les peuples au pluriel, les peuples indistincts, avant que ces peuples ne deviennent un peuple doté des caractères nationaux qu'ils pensent comme étant le produit de l'histoire et du plébiscite et de l'adhésion. Et du coup, des peuples indistincts aux peuples, il y a eu l'opération magique de la nation qui s'est produite en quelque sorte. On pourrait le dire comme ça. Et puis peut-être simplement pour ajouter là-dessus, faut pas oublier qu'il y a une énorme, encore plus grande que pour le terme de nation, une énorme polysémie du terme de peuple. Est-ce qu'on entend par là, un peu à la Sieyès, le peuple tiers-État? Est-ce qu'on entend par là le peuple classe populaire? Est-ce qu'on entend le peuple au sens de population? C'est tout au long du 19e siècle, on va jouer sur ces différents termes. Le peuple contre la nation, donc dans un sens censitaire, où le peuple est plus large que la nation serait plus restreinte, uniquement dans un sens très libéral, uniquement les propriétaires, etc. Donc là, on a une plus grande encore polysémie de peuple, et comme l'a très bien rappelé aussi Nicolas Marion, on a un vocabulaire très fluctuant en fait au fur et à mesure de la conférence. Donc vouloir arrêter très définitivement les choses sur une définition de peuple chez Renan, je trouve ça assez difficile. Et peut-être, ça serait intéressant, là aussi, autre enquête à mener, de savoir comment était Renan quand il rentrait à Tréguier. Est-ce qu'il y rentrait souvent? J'en sais rien. La petite ville bretonne d'où il était originaire, ça lui a posé des tas de soucis, je crois, à la fin, parce que Tréguier était très catholique et comme lui était vu comme quasi un antéchrist ou je ne sais quoi, il a été très malmené, je crois, à la fin de sa vie là-bas. Et puis aussi peut-être interroger son rapport déçu au suffrage universel, puisqu'il se présente à la fin du Second Empire à la députation en 1869, mais il est battu. Il perd. Bon, voilà. Alors, comment tout ça a joué? Quelle perception il a du peuple électoral, etc. J'en sais rien, mais voilà, il y aurait sans doute à creuser de ce côté-là. Je pense qu'il n'a pas réfléchi très concrètement. C'est un philosophe, Renan. Il pense que l'histoire a un mouvement, a une sorte de direction, et qu'on est plutôt dans une phase où les choses se distinguent, ce qu'il appellera le stade de l'analyse, mais que va advenir la synthèse. Et la synthèse, c'est l'humanité, c'est dans son ensemble. Mais du coup, sur le plan concret, dans un premier temps, la communauté européenne, on pourrait dire, oui, voilà. qu'il mentionne Après, dans le texte. Il mentionne, lorsqu'il en parle dans le texte Qu'est-ce qu'une nation, c'est seulement l'Europe. C'est pas l'ensemble de l'humanité. Et peut-être si j'ajoute un mot pour les langues, là, ça lui pose aucun problème, parce qu'au contraire, il cite un certain nombre de cas, dont celui très connu, célèbre de la Suisse, où il dit « La Suisse, il y a plein de langues, et ça ne les empêche pas d'être une merveilleuse nation. » Ils sont une nation au sens plein. Là, dans la deuxième partie, quand il évoque successivement « La nation ne peut pas être fondée sur la langue, sur la race et tout ça », là, il mentionne justement la Suisse, parmi d'autres exemples, mais notamment celui-là, en disant, vous voyez, les Suisses, ils ont une nation extrêmement forte, bien qu'ils aient des langues très différentes. Et pour rebondir sur cette idée que quelque chose viendra après les nations, il y a tout un passage à la fin du texte qui est intéressant, parce qu'effectivement, comme l'a dit Nathalie Richard, l'horizon, c'est l'humanité, il n'y a qu'une seule humanité, mais à l'heure présente, l'existence des nations est bonne, nécessaire même. Leur existence est la garantie de la liberté. Qui serait perdu si le monde n'avait qu'une loi et qu'un maître? Autrement dit, le jour où les humains peut-être seront plus sages, ils pourront tous vivre sous la même loi, mais pour l'instant, les nations sont bonnes à penser car elles permettent à chaque principe national, spirituel de s'exprimer librement. Et puis, le passage aussi que je trouve très intéressant, lorsqu'il dit les nations ne sont pas quelque chose d'éternel, les volontés humaines changent, mais qu'est-ce qui ne change pas ici-bas? Et on trouve cette conception très volontariste. Si les nations disparaissent, c'est pas parce que les conditions géopolitiques auront changé ou que les conditions matérielles d'existence
circonstances des gens auront changé. Non, les volontés humaines changent. Donc, de la même manière qu'on veut créer des nations, on voudra créer autre chose. Et là, on est effectivement dans une conception très idéaliste du monde social. C'est une non-question. Ouais. C'est une non-question. Les nations qui ont droit de citer, en fait, c'est très intéressant parce qu'il évoque d'autres espaces, mais il les évoque dans le passé. L'Égypte est présente, mais l'Égypte antique. L'Égypte, sous protectorat britannique ou semi-protectorat, d'ailleurs, c'est 1882, c'est la même année. Semi-protectorat, le bombardement d'Alexandrie, c'est la même année. Elle n'est pas présente. Voilà, donc la question se pose que là, on pourrait dire, où il y a ce principe spirituel, et a priori, c'est en Europe. Oui, je pense qu'il faut vraiment avoir en tête cette pensée très élitaire ou très élitiste de Renan. Il a une conception de l'histoire qui est guidée par des grands hommes à la Hegel, c'est-à-dire une sorte d'élite intellectuelle qui voit le futur pour le reste d'une humanité qui ne le voit pas encore. Donc c'est un peu comme ça qu'il qualifie Jésus, et c'est comme ça qu'il va, je pense, qu'il pense cette sorte de projection vers un avenir par les élites intellectuelles. Et le monde des élites intellectuelles que connaît Renan, c'est un monde occidental, on va dire, essentiellement européocentré. Donc, je dirais ça, voilà. Après, il y a toute une réflexion qu'on n'a pas évoquée, on a un peu évoqué lorsqu'on a parlé de Lazarus, sur la psychologie collective, parce que c'est un point important. C'est-à-dire que pour Renan, ce qui fait beaucoup agir les hommes, c'est les croyances collectives. Donc c'est la capacité du grand homme, en quelque sorte, à convaincre autour de lui un nombre suffisant d'agents, mais le grand homme au sens pas du tout du héros militaire, hein, du philosophe, en fait, à convaincre suffisamment d'hommes et de femmes autour de lui pour qu'ils prennent en charge l'action, en quelque sorte. C'est vraiment le schéma de la vie de Jésus, notamment la manière dont il traite la question des miracles, qui n'est pas du tout la même manière que celle de Strauss. Donc on a tout un mouvement de critique rationaliste des miracles au XIXe siècle, qui disent en gros, ce n'étaient pas des miracles, c'était des événements naturels qui ont été mal interprétés, des formes de maladies mentales, d'hallucinations. C'est pas ça pour non, c'est vraiment la puissance de la croyance collective. Donc, si les miracles sont effectifs, ont convaincu les disciples, c'est parce que ils ont fabriqué cette. Donc, ils n'existent pas d'un point de vue surnaturel, mais ils ont un effet psychologique, on pourrait dire, et ils structurent la croyance. Et il y a une force active de la croyance, je pense, dans la pensée de Renan. Il faut penser qu'au moment où Renan réfléchit sur les miracles, on est aussi au moment où les médecins et les psychologues laïcs s'intéressent aux guérisons de Lourdes. Et on commence à s'interroger sur la puissance du psychisme, sur la matérialité du monde, en quelque sorte. Et où ces médecins laïcs ne disent pas ces guérisons n'existent pas, ils disent ces guérisons, elles sont un fait psychologique. C'est-à-dire que l'esprit humain a une force suffisante, soit pour rendre certains malades ou créer des stigmates, par exemple, soit pour les guérir. Si je reviens juste d'un mot sur cet occidentalocentrisme très marqué de Renan, il l'assume, puisque d'une certaine manière, il énumère les 5 seules nations dont il est question dans son texte. On est au tout début du texte, il fait un grand tracé historique, on est au Moyen-Âge. Le traité de Verdun, donc 843, le traité de Verdun trace des divisions immuables en principe, et dès lors, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne s'acheminent par des voies souvent détournées à travers 1000 aventures à leur pleine existence nationale. Autrement dit, il y en a 5. Ni plus ni moins, il y a 5 nations, en fait, dont il est question dans le texte. Et ensuite, il continue en disant qu'est-ce qui caractérise ces différents États ? C'est la fusion des populations. Dans les pays que nous venons d'énumérer, rien d'analogue à ce que vous trouverez en Turquie, où le turc, le slave, le grec, l'arménien, l'arabe, le syrien, le kurde sont aussi distincts aujourd'hui qu'au jour de la conquête. Donc, le monde occidental, où la fusion s'est opérée et le principe spirituel a pu émerger,
et le monde oriental, où les peuples restent distincts, ils restent à l'état de peuple, ne formant pas une nation en quelque sorte. Et là, c'est dans ce passage-là que le contraste est le plus clair dans la manière d'envisager quels peuples peuvent devenir des nations et lesquels, pour l'instant en tout cas, ne le peuvent pas. Oui, puis c'est pas spécialement pour vouloir sauver Renan, hein, mais le concept de nation est un concept éminemment occidentalo-centré. En fait, on le remarque très très bien au cours du 19e siècle que la question de la nation aux colonies pose un problème fondamental sur ce qu'on appelle une nation. Parce qu'en fait, le concept de nation est très lié au concept de citoyenneté. Or, mis à part dans les 4 communes du Sénégal et dans quelques endroits pour certaines élites blanches, il n'est en aucun cas question que ces gens-là soient des citoyens, mais ils sont des sujets de l'Empire. Et ça, Napoléon III, c'est le Senatus Consul de 1865, le tranche très clairement. Ces gens-là ne sont pas des citoyens, ils sont des sujets d'Empire, et donc ils appartiennent d'une autre manière à la France. Et donc, à partir de là, le concept de nation est très centré en fait, sur la métropole, même. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. C'est absolument la question pour laquelle j'ai voulu faire cette émission, parce que je trouve ça assez incompréhensible, en lisant le texte de près, que ce texte aussi situé, aussi déterminé par une trajectoire biographique très, très spécifique, un contexte géopolitique très spécifique, et disant des choses qui sont parfois très problématiques, et puis devenir une sorte de manuel de vadémécum de la nation, enseigné effectivement premier degré dans les collèges et les lycées notamment. Il y a là quelque chose à la fois de mystérieux, mais je pense qu'on l'a un petit peu dit aussi, c'est justement la plasticité du texte qui fait qu'il se prête à plein d'usages différents. Et j'y reviens, pour moi, le fait aussi que ce soit ce vestige d'une conception pré-nationaliste, et donc il est sauvable. Il est sauvable parce que ce n'est pas l'action française, Renan. C'est malgré tout une conception où on peut trouver des éléments de grande ouverture, disant la race est une chimère, la nation, finalement, cela dépend de qui veut y participer ou pas. Et si on veut, tout est possible. Et donc, cette forme d'ouverture des possibles, je pense qu'elle a des séductions chez un certain nombre de gens qui, aujourd'hui, peuvent le relire. Mais effectivement, ça reste, pour moi, quand même assez énigmatique. Non, mais peut-être aussi plus simplement, moi je dirais, c'est le charme de Renan aujourd'hui toujours, dans cette formule plébiscite de tous les jours. Hein. Il tient, je crois, à beaucoup d'usages chez certains hommes politiques de la formule pour dire un étranger sera bien intégré s'il a conscience des racines du lieu dans lequel il veut s'établir. Et c'est pour ça que en France, on a pu faire référence à ce qui est fait en Allemagne aujourd'hui, avec un questionnaire avec des points de l'histoire allemande à savoir auxquels répondre, etc., etc. Comme si nous, vous voyez, il y a eu des tas de débats autour de ça, autour de un bon citoyen, un bon national, c'est celui qui connaît bien l'histoire de nous, de France si on est français, de l'Allemagne si on est allemand, etc., etc., partout ailleurs. Et c'est en ce sens-là, je crois que la conception, la renanienne du plébiscite de tous les jours marche bien et toujours efficace parce qu'elle est utilisée politiquement dans ce sens-là, en disant un étranger, s'il continue à parler sa langue d'origine toute sa vie, ce qui est une aberration complète, mais bon, moi j'aurais des tas d'exemples à donner de gens qui ont continué à parler leur langue chez eux d'origine et qui pourtant se sont parfaitement bien intégrés chez nous, etc. Bon, mais il y a Nicolas Mariot fait des guillemets avec les doigts, je signale pour les gens qui écouteront ses propos. Voilà. C'est vrai que nous sommes à la radio. Non, voilà, je crois que c'est ces usages politiques-là qui expliquent la permanence de Renan aujourd'hui, très prégnante, autour de cette idée-là. Oui, il faudrait que se mette en place un plébiscite de tous les jours chez ceux qui veulent bien s'intégrer. Mais comme si nous, les nationaux de naissance, ceux à qui on n'a jamais demandé un jour dans leur vie s'ils voulaient devenir français, ou s'ils étaient français, ou pourquoi ils étaient français, ou etc., si eux, ils avaient tout ça. Évidemment que si on faisait passer un QCM à la plupart des Français sur l'histoire de France, ils auraient des très mauvaises notes, à mon avis, très très mauvaises. Bon, est-ce qu'il faudrait en conclure qu'ils ne sont pas de bons nationaux? Je ne crois pas. Ils resteraient des Français. C'est ce que disait, c'est la démonstration que faisait Noiriel, et je crois qu'elle est très forte, très puissante, contre cette idée de sentiment national. Après, il y a aussi des logiques plus matérielles. C'est un auteur canonique, Renan,
scolaire. Donc il faudrait, c'est là à nouveau qu'on revient à cette étude qui n'a pas été faite, mais regarder quels sont les textes de Renan qui vont se retrouver dans les manuels de l'école primaire, dans les manuels de littérature du secondaire. Il y a une beauté de la langue chez Renan qui fait qu'il est considéré au XIXe siècle comme un grand styliste français. Donc, juste un petit peu après, il va publier Les Souvenirs d'enfance et de jeunesse, qui est un texte littéraire qui a eu là aussi un grand succès. Donc, il y a ce mélange, c'est-à-dire c'est aussi un texte de poésie. On peut qui s'ouvre à plein d'interprétations et la langue est très belle. Donc il faudrait faire cette enquête très précise pour savoir si ce texte, Qu'est-ce qu'une nation, est systématiquement repris, quels fragments dans les manuels scolaires. Donc pour voir un peu comment se fait la mémoire de ce texte. Et malheureusement, à ce jour, effectivement, ce travail n'a pas... Il y a un chapitre sur Lavis dans les lieux de mémoire. Il n'y a pas de chapitre sur Renan, mais ça aurait été intéressant que quelqu'un. Mais justement, j'allais parler de Lavis parce que ce qui est très intéressant, c'est de regarder dans les manuels scolaires de Lavis, il reprend pas du tout, pour le coup, la vision de Renan de la nation. Pourquoi ? Parce qu'il s'adresse au peuple. Parce que ce sont des manuels pour l'école primaire et que ça lui va pas du tout. Il a même ces formules très fortes. Il dit jusque-là, on attendait tout du patriotisme. On disait on fera un bon soldat si on est très patriote. Et il dit mais vous avez pu constater en 1870 que les Allemands, eux aussi, ils étaient très patriotes. Donc le patriotisme, ça suffit pas à faire un bon soldat. Donc pour faire un bon soldat, supposément pour les classes populaires évidemment, il faut la caserne, le service militaire et un entraînement régulier. C'est ça qu'il a en tête et c'est ça qu'il développe dans ses leçons Lavis. Donc vous voyez ici qu'on est très très loin de Renan, mais parce qu'il a en tête Lavis le fait d'éduquer les classes populaires et pas les gens auxquels, je pense, s'adresse Renan dans les messieurs, puisqu'il dit messieurs, il n'y a manifestement pas de dames dans le public de sa conférence, les messieurs auxquels il s'adresse. Alors, ce qu'on peut rappeler quand même, c'est qu'à partir de la fin du XIXe siècle, Renan et Taine, qui sont souvent associés, commencent à être fortement critiqués justement pour la dimension un peu conservatrice de leur pensée. Ils sont aussi critiqués scientifiquement. Très tôt, Renan, à l'histoire des religions de Renan, elle est critiquée dès la création de la revue d'histoire des religions, donc dès les années 1880, lorsque l'histoire des religions devient une discipline académique au sein de l'école pratique des hautes études. Une distanciation est prise par rapport à cette histoire très très philosophique, très centrée sur ces questions de psychologie collective. Au profit d'une approche à la fois plus positive, plus critique, et puis d'une approche qui va se fonder beaucoup plus sur la sociologie que sur la psychologie. Et donc il y a à la fois une critique politique, et donc Lavis, évidemment, il est de cette génération-là, et une critique scientifique qui va fragiliser ces auteurs, mais il reste des canons en tout cas du système secondaire, ça c'est certain. Donc on a de nombreuses traces dans l'entre-deux-guerres de gens, de formules du genre Taine et Renan, c'est comme Roux et Combois-Lusier, on les voit toujours associés, on ne sait pas très bien ce qu'ils pensaient. Mais donc il y a une sorte de mémoire faible, scolaire, qui se poursuit, puis avec des redécouvertes. Donc, effectivement, pour Taine, ça a été mieux étudié. Donc, il y a des redécouvertes de Taine après la Seconde Guerre mondiale, dans plusieurs cadres. Il y a une critique de Sartre sur Taine, et puis toute une série d'auteurs. Sur Renan, alors, à mon avis, il n'y a pas à ce point, quand même, si on regarde des rééditions, c'est pas à ce point, mais le travail n'a pas été fait. Donc, c'est très très difficile de vous répondre, et ce serait une belle enquête. Ben voilà, on relance l'appel pour conclure cet après-midi. En vous remerciant encore de votre écoute et de votre participation, en remerciant évidemment nos 3 intervenants. Merci. Merci.
Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur deux le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast d'histoire de la guerre et des conflits armés, Le fil de l'épée. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify. Et à bientôt pour un nouvel épisode.